l'objectif de mon travail, du travail d'autres personnes et toute une génération aussi, c'est d'essayer de mettre les marges au centre, en fait. Et le centre, il s'excuse jamais, il se justifie pas, il explique pas, il produit, tu prends ou tu prends pas, et c'est tout. Bonsoir. Boa noite. Je m'essaye au portugais. Bienvenue à toutes et à toutes pour cette conversation littéraire où les périphériques seront au centre de nos préoccupations. Donc, je m'appelle Maïram Guissé et ce soir, donc, je suis la modératrice de cette discussion entre deux écrivains que je suis très heureuse de recevoir et de vous présenter. L'un est franco-malien, l'autre est brésilien. Ils partagent tous les deux l'amour des mots et la passion de raconter, d'écrire des histoires qui pourraient être considérées à la marge, mais qui en réalité sont centrales dans ce qu'elles racontent de nos sociétés. Rien ne semblait les prédestiner à devenir écrivains. Et pourtant, ils sont tous les deux auteurs de livres marquants. Et j'espère que soit vous les connaissez ou vous aurez l'occasion de connaître leur travail. Je vous présente donc, en quelques mots, Bala Fofana, qui est donc écrivain et journaliste chez Libération. Il est notamment auteur de La rage de vivre avec Boléa Sabourin, et auteur du roman La prophétie de Dali, donc publié chez Grasset en mai 2023. C'est un récit inspiré de sa propre histoire, celle d'un garçon qui voit son monde s'effondrer quand son père abandonne la concession familiale dans la brousse de l'Ouest malien. Sa mère, qu'il appelle Na en Kagoro, décide alors de quitter le village et de revenir en France pour accorder un meilleur avenir à ses frères et à Bala. Voilà, Bala nous conte cette histoire, il nous raconte cette rencontre aussi avec la griotte d'Ali, qui lui prédit un certain avenir et qui va l'encourager à s'instruire. À ses côtés, donc, Giovanni Martins, qui lui vient du Brésil et qui est accompagné aujourd'hui par Daniela, qui sera son interprète. Donc Giovanni est l'auteur de plusieurs livres, Via Appia, c'est ça? A Historia de Uma Planta, et Au sol na cabeça, en français, Le soleil sur ma tête. C'est particulièrement ce livre sur lequel on va s'arrêter ce soir. Et donc, c'est un livre dans lequel, à travers 13 nouvelles, Giovanni nous raconte l'histoire d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes qui doivent composer avec les difficultés de la vie en favelas, ses violences, sa pauvreté, mais aussi son entraide, ses rires, son humour, qui permettent d'apporter toujours une touche d'histoire. La réalité qui est décrite est toujours sans chichi, c'est très beau et dur à la fois. On est loin des clichés, de la carte postale sur le Brésil, et c'est ce qui justement est intéressant dans son travail comme dans celui de Bala Fofana. Je vais vous poser une première question et je vais vous demander tout simplement comment est venue l'idée de raconter, donc pour toi, La prophétie de Dali, et pour toi, Giovanni, ensuite, Le soleil sur ma tête. Moi, mon roman, que j'appelle une autofiction, il est né d'une espèce d'une série de frustrations, en fait, sur comment on raconte les marges, en fait, et comment on raconte les récits minoritaires. Et c'est vrai que la construction des minorités en France, depuis les fins des années 90, elle s'est beaucoup faite par la télévision et ce qu'ils appelaient des enquêtes et des reportages coup de poing. Et les territoires ont été définis par ces reportages. Et les gens qui vivaient le quotidien n'avaient que peu d'espace, en fait, pour raconter cette histoire-là, leur parcours, etc. Et donc, c'était, pour les journalistes, ils se mettaient aussi beaucoup en scène. Comme si, en fait, ils employaient le vocabulaire et le champ lexical du reporter de guerre, en fait, qui va dans des pays éloignés, etc., et qui donc, du coup, doit décrypter les comportements, les mœurs, etc., alors qu'en fait, on est à proximité des grands centres urbains du pays, en fait. Et ça avait créé beaucoup de frustration. Et je pense que là, dans la littérature française, je trouve, pendant longtemps, les voix qui étaient vues comme celles de l'Afrique ou du Maghreb, c'était en fait des gens issus de la bourgeoisie africaine et maghrébine. Et il y avait vraiment une espèce de barrière à l'entrée des maisons d'édition pour les gens qui venaient de banlieue et qui venaient apporter des récits de banlieue. Ça veut pas dire qu'il y en avait aucun,
Il y a toujours eu des Azouz Begag, Faiz Agen, Rachid Santaki, Rachid Jadani, du monde, mais c'était quand même très limité. On sentait que c'était une espèce de barrière filtrant et qu'il y avait une frilosité et une peur des maisons d'édition d'aller sur ces sujets-là. Et moi, ça m'avait beaucoup frustré. Et donc ça, c'était un des points de départ, en fait. De dire, OK, voilà ce qui existe sur le marché littéraire français. Et à partir de là, quelle histoire t'as envie de raconter? Et je me suis dit que les récits d'exil, en fait, ils sont majoritairement masculins et adultes, moyennement féminins et quasi rarement enfantins, en fait. Et c'est de là qu'est née l'envie d'aller raconter l'exil et la France à hauteur d'enfant. Et en fait, et aussi en travaillant sur le fait qu'il y a un bug monumental en France, c'est qu'il y a des millions de familles qui sont plurilingues ou bilingues et que cette réalité, ce quotidien n'était jamais traduit dans les fictions ou très rarement. Et donc, c'est avec ces objectifs-là d'écriture que je me suis lancé dans l'écriture de ce roman, en fait. Et Giovanni? Olá, boa noite, bonsoir. Escrever O Sol na Cabeça hoje em dia, eu penso, era o livro que eu conseguia fazer naquela época. Eu publiquei ele com 26 anos. E hoje, olhando assim, eu vejo como era uma questão de sobrevivência mesmo, assim. No sentido de... eu apostei todas as minhas fichas nesse livro quando eu tinha 26 anos, assim. Eu não tinha perspectiva de nenhuma outra carreira quando eu comecei a fazer esse livro. Porque eu sou leitor desde muito cedo, né? E bom, esse contato com a literatura, eu sinto que ele faz você olhar de forma diferente para o mundo e de forma muito crítica para o mundo que você está inserido. E então, desde muito cedo, a partir dessas leituras, eu comecei a entender como era desigual a cidade onde eu vivia, como era difícil a vida dos meus pais e dos meus familiares e como eu não queria repetir aquele padrão, assim. Eu não queria ser explorado até o fim da minha vida, assim. Então, desde muito cedo eu quis ser artista, assim, mas não sabia muito bem o quê. E quando eu cheguei nos meus 20 e poucos anos, eu entendi que a arte que eu devia me dedicar era mesmo a literatura. Só que quando eu entendi que a literatura era o meu caminho, eu ainda estava muito perdido, assim, de como agir, né? Assim como o Bala falou da literatura francesa ser muito fechada em determinados grupos, a literatura brasileira vivia algo parecido, mas eu tive sorte de, nesse momento, está acontecendo uma mudança assim, na cena literária brasileira. Por exemplo, a FLUP foi algo muito importante, que é a Festa Literária das Periferias, que começou em 2012. E lá eu publiquei os meus primeiros contos em 2013 e entendi a potência do ponto de vista que eu tinha, assim, porque como leitor, eu senti... eu tinha referências muito distantes da realidade onde eu vivia, assim. Eu não conhecia muitos livros que falassem sobre os temas que eu estava habituado a viver muitas vezes. E quando eu cheguei na FLUP, eu consegui me aproximar de outras pessoas de favela que também gostavam de livro e que também tinham interesse em literatura. E entendi que existia um movimento para conseguir contar essas histórias e conseguir usar essa linguagem e conseguir, de alguma forma, materializar o trabalho dos nossos griots, assim. A gente, nas favelas cariocas, a gente tem uma tradição de contação de história oral muito forte. E quando eu entendi a potência disso na literatura, foi quando eu encontrei um caminho para começar o projeto literário que eu desenvolvi até agora. E aí, quando eu consegui entender isso, eu comecei a formular O Sol na Cabeça, que é essa coleção de várias histórias do Rio de Janeiro. Eu já tinha morado em mais de 20 lugares diferentes do Rio, então pude trazer essas experiências de diferentes localidades, diferentes sotaques dentro da própria cidade e diferentes perspectivas dentro da cidade, assim. E O Sol na Cabeça tem isso de ter criança, ter adolescente, ter pessoas mais velhas. E eu acho que ele é realmente...
a união de todas essas influências, assim, tanto as influências literárias, quanto as influências das ruas, quanto as influências do momento que a gente vivia naqueles anos da literatura brasileira. Eu acho que tudo isso possibilitou que o Sol na Cabeça fosse possível. E aí foi legal porque também eu senti que ele teve impacto para os autores que vieram depois. Mas eu acho que, por enquanto, a resposta vai ser... Vous parlez tous les deux de la nécessité et de l'urgence, en fait, de raconter un réel inexistant. Il y a une forme de réinvention de la littérature, qu'elle soit en France ou au Brésil. Ça se ressent aussi par la langue. Moi, j'étais très touchée par l'écriture, en fait, votre façon singulière, hein, à tous les deux de raconter, d'écrire. Toi, bah là, tu intègres la langue maternelle. Tu fais parler le personnage de ta mère, justement, tout le temps en kagoro, très, très important. Et d'ailleurs, tu t'exprimes au départ, toi aussi, en kagoro. Tu parles d'un livre qui a été écrit à hauteur d'enfant et il y a certains mots que tu n'arrives pas à dire quand tu es enfant et que tu prononces comme un enfant, comme orthophoniste, tu le dis comme ça, ou le cyclope pour le psychologue. Comment est-ce que tu as travaillé sur ce rapport à la langue où l'oralité est aussi très présente? Moi, à la base, je viens du journalisme. C'est-à-dire que dans le journalisme, voilà, tu as un article à écrire, ton rédacteur en chef te dit c'est tant de signes, tant de mots, etc. Et là, j'arrive et on me dit, bah, ta page blanche, fais un livre. Et je me dis, ouais, c'est incroyable et tout. Mais je me dis, mais en fait, la liberté, elle est tellement grande qu'il faut que moi, je m'impose des règles. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Je vais vouloir tout mettre dedans, en fait. Et le processus créatif et d'écriture, c'est vraiment de me dire, il faut que ce soit un enfant narrateur qui pense en langue mandingue et qui retranscrit en français. Et pour les gens qui comprennent le mandingue, etc., ils s'amusent beaucoup parce qu'en fait, il y a des expressions qui sont des traductions mot à mot du mandingue qui sont intégrées dans le français, et le texte fait exister les deux langues en les mettant sur le même niveau, pas de hiérarchie. Je voulais pas de note, pas de page, je voulais pas de sommaire, et le lecteur, il devait se débrouiller avec ça, en fait. Et parce que je pense que l'objectif de mon travail, du travail d'autres personnes et toute une génération aussi, c'est d'essayer de mettre les marges au centre, en fait. Et le centre, il s'excuse jamais, il se justifie pas, il explique pas, il produit, tu prends ou tu prends pas, et c'est tout. Et c'était ce truc-là sans concession que je voulais faire dans l'écriture. Et l'idée que j'avais, c'était une écriture évolutive au fil de l'évolution de l'âge de l'enfant. Et plus il évolue, plus il grandit, plus la langue, elle évolue. Et donc, plus en grandissant, il va commencer à introduire un français plus poétique. Il va aussi commencer à introduire de l'argot. Et c'est un livre qui est totalement d'une phrase à l'autre dans un changement de registre de langage et de langue constant. Et parce que, pour moi, en fait, ce qui est important pour nous, c'est d'arriver dans la littérature avec tout notre background, en fait. Tout ce qui nous compose. Et moi, j'ai grandi en étant une partie de ma vie en Afrique, en étant installé en Europe et en regardant ce qui se passe dans les Amériques. Et donc, ça veut dire que ça te force toujours à penser sur plusieurs aires différentes. Et des fois, à être touché par des choses qui vont se passer sur des aires totalement différentes ou des endroits que tu n'as pas mis les pieds. Et que dans la littérature, dans la façon de créer la langue, c'était hyper important. Et moi, les premières histoires qu'on m'a transmises, c'était au village, en fait. Il y avait des grands feux et il y avait des griots qui arrivaient et qui racontaient des histoires. Et je trouvais que il faisait quelque chose d'incroyable dans le sens où tu as une audience qui est là. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio. Et le projet, c'est faire une nuit blanche et que les gens aillent pas dormir par la puissance du verbe et des histoires que tu racontes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a totalement marqué, en fait. Et qui fait que moi, quand j'écris, j'écris à voix haute. Et si je trouve que la musique, elle est pas bonne, bon, maintenant, je rature plus parce qu'il y a la technologie, mais au moins, j'efface. Mais la musique, elle doit être là, et c'est une sorte d'obsession très importante, en fait. Ça doit parler la langue des gens, une langue véridique, en fait, réelle,
et avec une musicalité et avec une faculté à changer de registre de langue et de passer d'une langue à l'autre, en fait. Il y a un rythme, on sent effectivement l'évolution du personnage par les mots qu'il emploie, le côté au début blédard, puis banlieusard, et après cette capacité aussi tout le temps de se réapproprier les histoires, et aussi en... Alors moi, je trouve que la poésie, par contre, est présente assez, tout le temps, et notamment dans le Kagoro. C'est très beau, en fait. Parle, mais ne dis rien. Il y a beaucoup de phrases. Ouais. Et en fait, voilà, il y a une sorte d'oralité qui est très forte, mais très écrite à la fois. Je trouve que les langues africaines, en vrai, on sous-estime le potentiel poétique qu'elles ont, en fait. Parce que c'est des langues où il y a beaucoup de pudeur. Et donc, comme la pudeur t'empêche de dire des choses de manière brutale, tu vas souvent avoir recours à de la poésie, en fait. Il y a des figures de style qui vont être comme la litote, etc. Et ça, c'est un terrain de création qui est, que je trouve infini. Et puis, c'est des langues qui sont très musicales aussi, en plus. C'est très rythmé, ouais. Et c'est très rythmé. Et ça, c'est un terrain, je trouve, d'invention quand tu crées une langue, quand tu crées de la littérature, qui est vraiment passionnant, en fait. Moi, par exemple, en fait, les Kagoro font partie du groupe mandingue, et donc les langues mandingues sont parlées, grosso modo, du Mali, en passant par le Sénégal, la Gambie, jusqu'au Libéria ou en Sierra Leone, en fait. Et la difficulté, c'est que toutes n'ont pas de dictionnaire. Par exemple, le Kagoro, comme il est parlé essentiellement par une petite portion de gens au Mali et un peu au Burkina Faso, en vrai, c'est une langue en voie de disparition. Parce que au Burkina Faso, elle est en train d'être aspirée par le Djoula. Et au Mali, elle est aspirée par le Bambara, qui sont plus hégémoniques, plus installés et tout. Et donc, quand tu commences à travailler sur la langue, tu te dis, mais en fait, tu peux pas avoir accès à un dictionnaire Kagoro. Parce que personne l'a fait, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, etc. Et donc, j'ai travaillé avec des dictionnaires de Malinké, de Bambara, et d'autres langues mandingues, etc. Et essayer de trouver dans ces dictionnaires-là les mots et les sonorités qui se rapprochaient les plus du Kagoro pour faire vivre la langue aussi. Et pour être aussi dans un objectif de transmission, de dire c'est une langue qui a existé et qu'on a réussi à installer dans une des 3 plus grandes maisons d'édition françaises aussi. Et justement, du coup, je vais aller sur Giovanni, mais tout ce rapport à la langue, à cette oralité, on le retrouve dans tes recueils, dans cette façon d'écrire qui peut être très brute, très écrite aussi à la fois. Je trouve qu'il y a différents styles qui cohabitent tout au long de tes nouvelles. Comment est-ce que tu as travaillé là-dessus? Est-ce que c'était aussi important pour toi de faire exister cette façon de parler, cette façon de voir les choses aussi à travers les mots que tu utilises dans cette écriture-là et dans cette littérature? On parle de périphérie, mais moi, je trouve justement c'est plutôt pour nous, en tout cas, le centre. Comment est-ce que tu as travaillé, toi, sur cet aspect-là? Volto a falar da Floop, porque quando eu li pela primeira vez o primeiro livro da Floop, publicado em 2012, aquilo foi muito chocante assim para mim e foi muito interessante para mim ver a relação dos meus vizinhos com esse livro, porque eu levei esse livro para casa e na época eu morava na Rocinha, que é a maior favela da América Latina, né? E, enfim, a minha casa era muito frequentada, porque eu era jovem, mas já morava sozinho, então sempre recebia muitos amigos. E foi muito importante para mim ver a reação deles com aquele livro. Eu lembro deles falando assim, mas pode falar palavrão em livro? Pode matar a polícia em livro? Era esse tipo de pergunta, assim, que as pessoas, que o livro suscitava, assim, porque era um livro que trazia uma realidade muito próxima do que a gente estava vivendo naquele momento. E aí, a partir disso, eu comecei a entender a potência que falar a língua comum, a língua da nossa rua, a língua do nosso bairro, poderia ter em outros lugares, porque aquilo ali estava acontecendo no meu grupo social, mas eu fiquei imaginando como é que aquilo podia atingir muitos jovens e outras pessoas que nunca tinham se visto num livro, que nunca tinham visto a sua própria linguagem num livro e tal. Então eu comecei a entender a potência disso e a trabalhar em cima disso.
Então, eu comecei a pesquisar bastante outros livros que tinham uma linguagem mais coloquial, para dizer assim. E, bom, eu não gostei de vários deles, assim, foi muito importante para mim de entender o que eu não queria fazer. Porque vários dos livros que tentavam utilizar a linguagem urbana, a linguagem das favelas, eles tinham um tom de explicação. O que eu quero dizer? Eles claramente se referiam a um leitor que não era o leitor que vivia aquelas histórias. Então ele falava determinada palavra e logo depois explicava: isto significa tananana. E eu não queria fazer esse tipo de concessão, assim, como o Bala mencionou, eu queria trazer essa linguagem para o centro da minha literatura e o centro não se explica, né? Ele apenas existe. Então, eu comecei a fazer isso de uma forma bastante radical, tentando entender também que isso podia restringir um pouco o público do meu livro. Então, de certa forma, eu tentava fazer com que as histórias fossem inteligíveis de modo geral, assim, para não ficar totalmente cifrado, mas sem ter a concessão de explicar nenhuma gíria, sem ter uma nota de rodapé, sem ter essa necessidade de me referir a alguém que é muito distante dos meus personagens. Eu tentei escrever esse livro como se meus personagens fossem lê-lo. E eu acho que isso foi importante para mim pensar. Ao mesmo tempo, eu já tinha visto o que a crítica e o que a intelectualidade brasileira havia feito com outros autores oriundos de favela. Então eu tinha muita preocupação de ser mal interpretado, no sentido de não olharem para mim como um escritor que tem um projeto literário e que tem intenções muito específicas para cada conto. E aí, a forma como eu lidei com esse medo foi fazer um livro que mudasse as linguagens, assim. Então, no Sol na Cabeça, a gente vai ter contos que estão mais na linguagem urbana, que vão ter mais gírias e coisas, mas também vai ter uma outra abordagem que é mais formal, assim, mais o português canônico, por assim dizer. E essa era a minha forma de também me proteger, assim, das expectativas que poderiam ter sobre esse meu primeiro livre. Il y a une façon quelque part de jongler entre ce qui est considéré comme l'écriture considérée comme dominante en fait et celle que nous, je vais me mettre dedans, nous défendons en fait dans la façon d'écrire. Je trouvais ça très intéressant et notamment aussi sur les histoires que vous évoquez. En fait, il y a quand même pas mal de violence. Toi, Bala, la violence et la douleur aussi de l'exil qu'on ressent à travers cet enfant. Et toi, Giovanni, il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée, celle de la spirale, où cet homme qui sort et qui fait peur à une vieille dame, enfin qui le voit et qui a peur de lui. C'est aussi une situation qu'on pourrait rencontrer en France, c'est-à-dire ce racisme lié à la couleur de peau. Moi, je me demandais, dans votre façon de travailler, d'écrire ces livres-là, est-ce que il y a eu une volonté de dénoncer quelque chose ou c'était avant tout de raconter des histoires, ces histoires-là qui existent et qui sont peut-être pas, en tout cas, nous, dans ce qu'on voit dans la littérature, assez mises en avant ou assez racontées avec subtilité, parce que c'est aussi la force des histoires que vous écrivez. En fait, si on raconte nos vies, on dénonce forcément, parce que on est mis à l'index de fait. Et donc, moi, j'ai estimé qu'il n'y avait pas besoin de faire de grandes démonstrations. Par exemple, dans le livre, il n'y a pas le mot racisme. Pas parce que je me l'interdis, mais parce que quelqu'un qui lit le bouquin et comprend qu'il lit l'expérience raciale, en fait. Et que cette expérience raciale, elle est au centre du livre. Donc, du coup, c'est pas un manifeste politique, etc. et tout. Et j'ai pas besoin d'aller chercher les mots en vogue qu'on utilise sur les réseaux sociaux, etc. dans les gender studies, dans plein de domaines que je maîtrise. Mais déjà, ça aurait tué le côté de la perspective de l'enfant. Et je pense qu'en fait, les démonstrations les plus limpides qu'on peut faire, c'est par la simplicité.
et pas par des mots ou des concepts qui sont utilisés et qu'il faut redéfinir. C'est-à-dire que des fois, raconter quelque chose comme ça se passe, et miser sur l'intelligence et la subtilité aussi des gens qui lisent, parce qu'il y a aussi un rapport de comment tu vois le lecteur quand tu écris. Moi, dans ma perspective d'écriture, le lecteur, la lectrice, c'est un individu, c'est une personne intelligente en fait. C'est une personne qui comprend les situations et qui n'a pas besoin que je lui mette des mots valises ou des mots trucs pour qu'elle capte la situation. Juste, en fait, on est une communauté d'expérience en fait. On est une communauté de conditions. En fait, on est conditionné dans des espaces et c'est ça qu'on a en commun. Et donc, raconter ces moments-là, ça suffit aux autres pour comprendre. Et on n'a pas besoin forcément de leur dire, bah, tu vois, telle situation, d'aller la décortiquer, l'expliquer, la rationaliser. Et les gens le comprennent. Ils comprennent et ils apprécient ça aussi. Parce que c'est aussi miser sur l'intelligence des gens. Pas de lui dire attention, warning, panneau attention, cette scène pourra heurter la sensibilité des gens qui luttent contre le racisme. Et c'est de l'ordre de l'émotion voilà. aussi. Voilà. Et c'est ça, c'est parler en fait à notre humanité en commun en fait. Par les situations, par les histoires que tu racontes. Beaucoup de gens m'ont dit que c'est un livre qui ressemble beaucoup à des fables en fait. Et moi je l'ai pas pensé comme ça, mais effectivement il y a cette touche là parce que en fait moi dans l'univers dans lequel je grandis au Mali, on te raconte des histoires et ce qui est intéressant c'est les discussions après l'histoire où tout le monde trouve une morale, un sens, etc. et partage avec les autres. Et parce que tu poses des choses et elles vont te dépasser. Parce qu'il y a une intelligence collective qui est plus forte que toi, plus forte que ta création même, et qui peuvent emmener ton livre dans des endroits auxquels toi tu penses pas. C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai eu des retours où je me disais, mais en fait, les gens qui parlent de mon livre le font mieux que moi à longueur d'interview, en fait. Qu'est-ce que tu as eu comme retour qui a pu te surprendre J'ai eu plein de retours, mais un des plus surprenants, je pense, c'était une dame de 70 ans dont la famille avait fui la guerre civile en Espagne et ils sont retrouvés dans les camps dans le sud de la France. Et moi, il y a des termes, par exemple, que je n'aime pas employer dans le livre. C'est-à-dire que, pareil, le terme immigré ne m'intéresse pas. Moi, je parle d'aventurier parce que, en vrai, le mouvement qu'on fait, il est équivalent à Vasco da Gama qui est allé en Amérique du Sud. C'est des explorations, c'est des aventures humaines, etc. C'est des aventures pour arriver, c'est des aventures encore pour y survivre. Et je me souviens qu'elle me disait, oui, moi j'ai toujours eu du mal avec le mot immigré. Et après, elle a fondu en larmes en disant merci d'avoir employé le terme aventurier parce que c'est celui dans lequel je me reconnais moi, mon grand-père et mes parents. Et c'est un terme que le débat public nous a jamais offert. Parce que c'est aussi ça la littérature, c'est choisir des mots qui te font renverser le stigmate et toute la vision qu'on peut avoir autour de mots. Et si c'est plus dur de dire marre des aventuriers que marre des immigrés. Et ce serait approprié aussi. Donc, et pourtant, c'est ça. Et donc, c'est ça la littérature, c'est dire le monde, il est raconté comme ça. Et avec les mots, on va construire un nouveau barrage, un nouveau langage et des nouveaux usages. Et les gens vont se l'approprier ou pas. Mais c'est redonner du pouvoir, en fait. Et redonner c'est de redonner du pouvoir aux gens sur la manière dont ils ont de se voir, dont ils ont de se définir. Et de toujours créer des nouvelles définitions, des nouveaux concepts. Et je trouvais que l'endroit le plus créatif pour ça, c'était de raconter le monde à hauteur d'enfant. Parce que à partir du moment où tu estimes qu'ils ne maîtrisent pas tous les mots du vocabulaire, c'est encore un âge où tu peux beaucoup créer.
Moi, je trouve que les gens les plus créatifs, ce sont les enfants en bas âge et les aventuriers qui maîtrisent pas une langue dans un pays et qui vont des fois faire ce qu'on appelle des contresens ou des choses incorrectes. Des fois, ça va être très beau, des fois, ça va être poétique, etc. Je sais que j'ai un ami qui vient d'Inde et qui racontait que sa famille en Angleterre, le père, il n'arrivait pas à dire peintre et il n'arrivait pas à dire peindre non plus. Et lui, il disait pink. Il disait to pink pour peindre et sa fille faisait de la peinture, il disait she's a pinker. Et ça m'a fait grave rire, mais c'est grave stylé en fait et c'est très beau. Et donc c'est ça aussi. Moi, je suis toujours intéressé par les gens qui déforment les langues et ils trouvent des nouvelles manières d'utiliser des mots et qui les font entrer, etc. Et c'est ce que je trouve le plus passionnant en fait dans ce métier. Et moi, je sais que mon écriture, elle sera toujours guidée par le fait d'avoir une langue novatrice et toujours en rupture en fait. Même pour raconter la violence. Ouais. Bien sûr, parce que en fait, la violence racontée dans un langage classique, ça a déjà été fait. Écrire en langue mandingue et le faire ici dans des textes, ça a été fait au moment des indépendances. Ça veut dire que Amadou Kourouma il l'a fait, Sédiou Badjan il l'a fait, d'autres l'ont fait dans d'autres langues, Aminata Sofal, etc. et tout, Amadou Ampateba pour le Peul, ça existe déjà. Moi, ce que je peux apporter de plus, c'est de maîtriser une langue, d'autres, et d'y ajouter l'urbanité qui fait que, en fait, moi, je grandis avec des gens qui parlent turc, arabe, italien, espagnol, portugais, et que on va construire ensemble collectivement une nouvelle langue qui va être l'argot et qui va infuser partout dans la société française. Et que l'endroit d'expérimentation de ça et son expression artistique, ça va être la musique rap, en fait. Mmh. Et que donc, ça va devenir un grand dictionnaire collectif et un grand espace de création des langues. Et donc, c'est toujours ça, en fait, c'est d'aller... J'ai fait des études de lettres, etc. Donc, je maîtrise, on va dire, les choses classiques. Je maîtrise la langue dans laquelle j'ai été élevé. Et maintenant, c'est comment tu fais des ponts entre tout ça et comment tu crées un univers, une écriture qui est habitée par tout ça, en fait. Justement. Et parce que si tu fais ça, tu crées une nouvelle réalité. Mmh. Et tu crées un nouveau récit et tu crées une nouvelle façon d'adresser ces réalités-là aussi. Et ce nouveau récit, cette façon de raconter, je la retrouve aussi chez toi, Giovanni. Je te parlais de l'histoire de Spirale, mais j'ai aussi été touchée par celle de Dessin, qui est de cet homme aveugle. Voilà. Comment toi, tu décides de raconter cette violence? Parce que voilà, il y a toute cette partie de discrimination, ces violences policières qui sont omniprésentes dans le livre, la drogue aussi qui revient régulièrement. Comment est-ce que tu travailles à raconter ce récit? Tout à l'heure, tu disais que voilà, tu voulais être considéré pour ton travail de littérature. Comment tu fais pour justement raconter ces histoires et qu'on reste dans l'ordre de la littérature? Et Bala disait pas que dans la dénonciation, même si vos travaux restent politiques. Essa questão é muito interessante de pensar, porque acho que autores como nós vivemos numa corda bamba nesse sentido. Porque, o que eu digo isso? Existe um mercado de exploração da dor de pessoas negras, de pessoas faveladas, e esse mercado faz filmes como Cidade de Deus e Tropa de Elite, enfim. E isso alcança grandes públicos, assim, no sentido de a especularização dessa violência consegue comunicar com muita gente, porque também isso é vendido como uma cultura de massa, né? Então, quando um filme como esse é feito, quando um livro que tem essa abordagem é publicado, ele recebe muita atenção porque ele está especulando sobre essa dor. Ao mesmo tempo, a gente vive uma realidade muito dura, assim, né? O Brasil é o país que mata um jovem negro a cada 20 minutos, 15 minutos. Então, é impossível também ser um autor negro, ser um autor favelado que vive no Brasil e não passar por esse tema, assim. Então,
o que eu fui entendendo que me interessava? Como eu posso trabalhar uma violência que aconteça fora do quadro principal? Como eu posso trabalhar a violência a partir da sugestão e não uma violência gráfica? Então, no Sol na Cabeça, e depois eu trago isso também para o Via Ápia, muitas das vezes a violência, ela está fora do quadro principal, ela surge como uma possibilidade, mas como uma constância. Então, aqueles personagens, eles estão vivendo as suas situações e tem sempre uma sugestão que pode dar tudo errado. Tem sempre uma sugestão de que algo de ruim pode acontecer. E não necessariamente a gente vê isso nos livros, nas histórias. Então, para mim, foi interessante trabalhar essa sugestão. Bom, na época que eu estava escrevendo o Sol na Cabeça, eu estava pesquisando muito literatura brasileira, literatura negra, mas também a literatura branca e como a literatura branca brasileira olhava para os personagens negros, né? E eu percebia que o único adjetivo assim, de todos os personagens negros era a cor da pele. Ou uma descrição racial muito evidente, assim, tipo, todos os personagens eram descritos por uma característica física, ou cultural, ou de personalidade. E quando apareciam personagens negros nesses autores canônicos do Brasil, eles eram apenas os negros. E eu comecei a pensar como eu poderia subverter isso no meu livro. E aconteceu que no Sol na Cabeça a gente não tem descrição racial de nenhum dos personagens. A gente... em nenhum dos contos aparece a palavra racismo, ou aparece a palavra negro, ou algo que remeta à cor da pele dos personagens. Isso funcionou para mim como um jogo com o leitor que dizia que ele precisaria admitir que aquele tipo de situação só eram possíveis dentro do contexto da experiência negra no país. No Brasil, a gente vive o mito da democracia racial, né, que a partir do começo do século XX começou muito forte essa narrativa de que não existia racismo no Brasil, e isso criou vários problemas, porque as pessoas negras têm dificuldade de denunciar suas questões raciais dentro de um contexto onde aparentemente não existe questões raciais. Então, essa minha tentativa foi de forçar o leitor a concordar que existem situações específicas da experiência negra no país. Tanto que toda a crítica e toda a repercussão que teve com meus livros, todos eles falavam sobre essas personagens negras. Mas eu nunca falei isso. Então, hoje, depois do lançamento dos livros, eu consigo entender como funcionou essa provocação. E, enfim, foi um jeito de conseguir falar das situações sem precisar ser muito explicativo. E acabou funcionando bastante, tanto que o Sol na Cabeça ele virou um dos livros preferidos assim, de jovens adultos e adolescentes. Ele está muito presente nas escolas públicas, ele está muito presente em favelas. Ele é o primeiro livro de muita gente. E eu acho que isso tem a ver com essas duas coisas, assim, contar essas realidades sem provocar uma violência visual e gráfica, e ao mesmo tempo falar da experiência a partir de um lugar de quem está experienciando aquilo, vivendo aquilo, e quando você vive aquilo, você não coloca em palavras de ordem, aquilo ali vira uma coisa muito mais complexa, vira uma coisa muito mais orgânica e fluida. Vous êtes tous les deux dans cette notion plutôt de vécu et d'émotion. Ce que je trouvais intéressant également, c'est donc il y a effectivement cette partie sur la violence qui est de toute façon intrinsèque, hein, mais également tout le côté, tout l'espoir en fait que j'ai trouvé dans vos deux livres. Toi, Giovanni, c'est notamment par les fins qui permettent toujours d'avoir une lueur, et même dans la façon dont le collectif intervient dans toutes ces histoires-là. Et toi, Bala aussi, le collectif est très important. Il y a aussi toutes les rencontres que tu fais, la relation que tu crées avec le psychologue, cette façon dont tu le remets aussi à sa place, où il ne comprend pas pourquoi tu parles pas et où tu arrives à le faire parler ensuite. Mais il y a toute cette... je voulais savoir, est-ce que c'était aussi important pour vous qu'on ait
cette lueur d'espoir à chaque fois. Parce que il y a vraiment des moments très beaux, que ce soit dans ton livre Bala ou dans le tien, Giovanni. Et ça donne aussi une autre dimension à l'œuvre, je trouve, où la violence se voit, se lit, mais il y a aussi tout cet aspect qu'on voit pas forcément concernant ces histoires-là. Comment est-ce que ça a été travaillé, ça? En fait, ça, c'est travaillé dans le sens où, en fait, quand tu écris un livre et que tu sais que tu peux être publié, tu as quand même un sentiment de toute puissance qui est très, très fort. Est-ce que tu vas t'enivrer de cette puissance ou tu vas quand même rester humble, à hauteur d'humain, etc. Parce que tu te prends un peu pour Dieu quand même quand tu écris un livre. Ah Parce oui? que non, mais c'est vrai dans le sens, pas blasphématoire, mais dans le sens où tu as une toute puissance de création, en fait. Et donc, du coup, si tu veux que tout soit lugubre, terne, déprimant, tout peut l'être, tu vois. Et tu peux être avec un côté qui peut être très... Ça peut ressortir un peu tout des mauvais instincts aussi, des mauvais penchants, beaucoup. Et de dire, bah, c'est l'espace pour tout envoyer valser, etc. et tout. Si je veux tuer des gens, je tue tout le monde, etc. C'est vrai que t'as ce pouvoir-là, en fait. Et tu vas pas aller en prison, tu seras pas chassé par la police, etc. et tout. Donc, il y a un vrai sujet. Et surtout que l'expérience noire dans des sociétés où elles sont minoritaires, c'est l'expérience de la puissance empêchée, en fait. En vrai. C'est toujours ça, dans le fond. C'est, il y a une puissance empêchée, il y a un droit empêché, il y a une parole empêchée. Et donc, quand tu vas dans la création de littéraire, tu peux te dire, waouh, je suis Bruce tout-puissant, je peux tout faire. Et après, tu te dis, voilà, j'ai envie de dérouler des histoires. Est-ce que toutes les histoires dont j'ai pu témoigner, écouter, entendre, lire, est-ce que ça va être empreint que de négativité? Est-ce que moi, mon énergie, ma vibration, elle est basse, elle est que dans la négativité? Ou est-ce que plutôt ma vie, c'est d'osciller entre l'ombre et la lumière, en fait? Et pour moi, il y a deux sentiments qui sont très, très importants et qui même font c'est la crainte et l'espoir. Et sauf que le problème, c'est que l'excès d'espoir, ça rend abrutissant, en fait, ou même déconnecté de la réalité. Et l'excès de crainte, en fait, tu vis constamment dans la peur. Et tu vis dans une peur qui devient paralysante, tétanisante, etc., qui peut te mener dans une grande paranoïa. Et je trouve que l'équilibre, vraiment, c'est la somme des déséquilibres, des excès des deux. De la crainte et de l'espoir. Si tu crains trop, tu vas sombrer dans le désespoir. Et si tu es dans un espoir béat, tu n'as plus cette crainte pour te ramener au sol et t'ancrer dans la réalité de là où tu vis. Et donc, l'écriture, mes œuvres, parce qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, en fait, dans ce qu'on crée, c'est d'essayer de trouver cet équilibre-là. Parce que en fait, l'espoir, c'est une énergie folle. C'est une énergie qui peut être très créatrice. C'est une énergie qui peut détruire aussi. Si elle est justement plus ancrée sur la réalité, plus ancrée sur les gens, plus ancrée sur le quotidien, en fait, plus ancrée sur la langue des autres, la langue des gens, la langue du peuple, en fait. Ça, c'est très, très important pour moi. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup fatigué, notamment avec toutes les questions de développement personnel, etc. Le truc les personnes qui se construisent toutes seules, sans personne, le mythe du self-made man, tout ça et tout. En fait, c'est strictement n'importe quoi pour moi. Et dans cette œuvre-là, il y avait une envie de rendre hommage aussi à un collectif d'individus. Des fois, par exemple, le personnage du psychologue, il n'existe pas en vrai. Il est créé. Mais c'est ça aussi le pouvoir de la littérature, tu peux créer des choses qui t'ont manqué. Et parce que, en fait, quand tu crées ce genre de personnage-là, le personnage du Cyclope, en vrai, c'est un personnage qui est créé pour que les Blancs comprennent qu'ils peuvent se décentrer.
Et que s'ils pratiquaient plus régulièrement le décentrement, on vivrait dans une société qui serait plus apaisée. Parce que c'est pas toujours à l'autre de s'adapter à ce que toi t'attends, mais tu dois créer un troisième lieu quand tu es face à une personne qui est dans un lieu différent du tien. Et c'est dans ce troisième lieu où chacun fait un effort que va se créer un nouveau monde et va se créer des nouvelles relations, en fait. Et donc, ce personnage-là, je l'ai créé dans une sorte d'allégorie de ce que devrait être le décentrement, en fait. Et parce que le décentrement, c'est une des solutions à beaucoup de problèmes qu'on rencontre, en fait. Et donc, l'espoir vient de là. L'espoir vient du fait que les gens sont capables de se déplacer, d'évoluer et de jamais désespérer de personne. Mais pas non plus débarquer en disant tout le monde est naturellement bon et tout est génial et c'est formidable. C'est que en fait, c'est une lutte et c'est une bagarre constante. Et ça demande un devoir et un exercice de vigilance très, très important. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est que je pense que dans la littérature, tu peux créer des personnages qui donnent des clés et des solutions. Moi, je sais que, par exemple, le personnage du Cyclope, il est beaucoup apprécié par les travailleurs sociaux qui m'ont dit que, bah oui, ça m'a fait réfléchir sur mon comportement parce que j'ai l'impression d'être dans le bon, parce que je vais aider des publics défavorisés. Mais est-ce que mon positionnement, il est vraiment et sincèrement dans un déplacement ou est-ce que, comme par principe, j'estime faire des choses bien dans un contexte où il y a une extrême droite déjà très forte et donc la moindre micro-action te rend presque héroïque et sans jamais interroger tes pratiques. C'est l'enfant Bala qui le force voilà, exactement. Mais il peut ne pas l'accepter. Et donc, il fait l'effort. Et justement, la question de ça, c'est toujours l'effort constant. C'est toujours la lutte contre soi-même, contre ses mauvais penchants, et jamais embellir ses propres actions à soi-même. Parce que ça, c'est le début de l'aveuglement. C'est ça qui mène vers un espoir béat et qui peut être abrutissant et contre-productif pour tout le monde. En fait, on doit avoir une vigilance constante sur nous-mêmes. Constante sur ce qu'on fait, même quand on estime faire le bien. Il faut qu'on doute si c'est vraiment bien ce qu'on a fait. Et d'avoir cette exigence-là de se concurrencer soi-même dans le progrès, dans les bonnes œuvres, etc. Et ça, c'est essayer il y a deux parties du livre vraiment qui traitent de ça. C'est le Cyclope et c'est le chapitre un sprint, pas un sprint mais une course de fond en fait. Et c'est deux chapitres qui pour moi se répondent en écho sur ça, sur le rapport à soi, aux autres et aux actes qu'on pose. Et la littérature c'est aussi ça et c'est pour ça que ça permet d'aller embrasser de la philosophie, ça permet d'aller embrasser plein de domaines et de essayer de faire bouger les gens. Et aussi écrire pour se faire des rappels à soi-même. Parce que c'est pas parce que la personne qui l'a écrite a dépassé la situation ou excelle ou la maîtrise. Moi aussi, je dois rester en vigilance constante. Et sur cette question-là, Giovanni, sur cette notion de collectif et d'espoir qui est présente à toutes les nouvelles, hein. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça à la lecture. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu voulais quelque part défendre ou justement être plutôt dans une subtilité de récit? Bom, primeiro eu queria aí falar com o pessoal da Mansa, que acertou muito assim na curadoria. Me sinto muito conectado a tudo que está sendo dito aqui. As respostas do Bala fazem muito sentido para mim, assim. É muito interessante pensar nessa ideia de uma periferia global mesmo, assim. Como é que a gente tem esses pontos de conexão e intersecções. E, enfim, acho que a própria resposta dele já seria uma resposta minha, mas eu vou desenvolver um pouco mais aqui, porque você fala da questão do coletivo, e isso para mim é muito importante, porque quando a gente pensa numa favela, a favela ela é um quilombo, né? Ela é uma organização social que vive de uma maneira diferente do resto da cidade, né? Eu tive a oportunidade de encontrar com uma grande liderança quilombola
chamado Nego Bispo, e numa conversa com ele, ele me falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ele falou assim: o quilombo não está na cidade. O quilombo faz fronteira com a cidade. Então, o Vidigal não está no Rio de Janeiro. A Rocinha não está no Rio de Janeiro. O Vidigal e a Rocinha fazem fronteira com o Rio de Janeiro. O que ele está querendo dizer com isso? Que ali as regras são outras. E a maneira de existir, de viver, de sofrer e de aproveitar a vida são completamente diferentes. Então, olhando para toda a minha experiência, eu fui entendendo essas diferenças, assim, como eu fui criado, por exemplo, em muitas casas. Eu não tinha só a minha mãe ou a minha avó como uma referência, eu tinha uma rua inteira como referência, e que cuidavam de mim, que me ensinavam coisas, e isso foi ao longo de toda a vida. E, por exemplo, quando a gente vai pensar na experiência num lugar como a Rocinha, que tem muita gente e que tem muitas dificuldades, por exemplo, às vezes na Rocinha ainda hoje falta luz durante uma semana inteira, 2 semanas inteiras. Então isso é uma parte da experiência da Rocinha. Só que ao mesmo tempo, enquanto eu vivia essa experiência de ficar sem luz durante uma semana, eu também vivia a experiência de uma vizinha me emprestar uma tomada para eu poder ligar minha geladeira e continuar vivendo ali, não estragar minha comida. Então, quer dizer, existe sempre essa dicotomia entre o que está acontecendo de ruim e como em como as pessoas encontram maneiras de transformar aquelas realidades. E eu queria trazer isso para os meus livros. Assim. Eu concordo muito com Bala nesse sentido de que o livro é um lugar de invenção e que, muitas das vezes, as narrativas que vão falar sobre os nossos personagens, quando elas vêm de fora, geralmente elas têm normalmente um sentido trágico, assim, né? Como se não existisse nenhuma outra possibilidade de existência para aquelas personagens. Mas como escrevendo meus livros, eu assumo esse lugar de criação e assumo esse lugar de invenção, eu também posso transformar essas realidades de alguma forma, eu posso apontar para outras expectativas, e é por isso que eu acho que nos meus livros tem sempre essa sensação agridoce, né? Essa sensação de que as coisas podem dar muito errado, mas também podem dar certo, assim. Porque eu preciso acreditar nisso para continuar vivendo, eu preciso acreditar nisso para continuar escrevendo meus livros, eu preciso acreditar nisso porque a maioria das pessoas que eu conheço estão nas situações dos meus personagens. Então, de alguma forma, transformar essas possibilidades é também apontar novos caminhos, é fazer com que as pessoas imaginem outros caminhos, é fazer com que a possibilidade continue viva. Eu acho que o que diferencia a minha experiência de várias outras pessoas que vieram do mesmo contexto social que o meu, foi que na minha família e no meu ciclo de amizades, eu tive a sorte de ter sido uma criança que cresceu com muita perspectiva. Uma criança que acreditava que poderia fazer muitas coisas. E eu acho que no meu trabalho eu tento fazer esse processo de abertura de perspectiva de quem está lendo as minhas histórias, de quem está se reconhecendo nas minhas histórias. Pensar essa experiência de quilombo também é pensar uma experiência com o mundo natural, de outra forma, né? A gente pensa que nos quilombos ainda hoje, eles plantam seu próprio alimento na maior parte das vezes. E na Rocinha, até pouco tempo atrás, era conhecido por... Esse nome Rocinha vem por conta das roças que aquelas pessoas tinham nos morros. Então, as favelas no Rio, elas ficam nas montanhas. Então, existe já uma relação muito grande com aquelas árvores, com aquelas plantas, com aquela terra. E onde eu nasci, em Bangu, até pouco tempo atrás, era a zona rural do Rio de Janeiro. Então, era um lugar também com muito contato com essa natureza em modo bruto, assim, né? E eu acho que o mar entra nesse sentido, essa conexão desses outros povos que não são os povos que vivem numa perspectiva eurocêntrica, tem com o mundo natural, né? Tanto que nos rituais de Umbanda e Candomblé, você vai precisar usar a água da cachoeira, você vai usar animais, você vai ter uma outra relação com a natureza de uma forma geral. E o mar é uma delas, eu acho que é importante.
E isso fica marcado no Sol na Cabeça, tanto pela proximidade do mar de alguns dos personagens, quanto pela distância do mar dos outros e a vontade de chegar até o mar. A própria relação com a maconha no livro, eu acho que remete também a isso, a essa válvula de escape da cidade através de uma planta, do uso de uma planta. Então, eu acho que a questão do mar ela vem muito como um resgate dessas tradições enfim, que as pessoas fundadoras das favelas trouxeram dos seus ancestrais. Assim, da mesma forma que a gente descende de grandes contadores de histórias, a gente também descende de pessoas que manejaram essa terra, de pessoas que tiveram uma conexão profunda com essas ervas, com essas águas e tudo isso. Moi, j'ai une dernière question, hein, si personne... En vrai, j'en ai plein, mais là, je vais juste vous demander, est-ce que vous travaillez sur des nouveaux projets d'écriture ou autres? Moi, j'ai des projets de livres dans ma tête et j'écris des livres dans ma tête. Est-ce que, factuellement, je suis en train de travailler sur un autre projet? Non. Ça va pas plaire à mon éditeur. Et ça va pas plaire non plus à toutes les personnes qui me disent allez, encore un autre livre. Mais ouais, j'estime que j'ai plein d'idées, mais je suis dans une optique de progression. Et donc, j'écrirai quand j'aurai réussi à améliorer les conditions dans lesquelles j'ai écrit le premier. C'est vraiment l'engagement que je me suis fait envers moi-même. Les conditions, c'était quoi du premier? C'est des conditions où il faut bricoler, il faut toujours esquiver, il faut ruser, etc. C'est toujours la lutte. Et il faut essayer d'arrêter de lutter pour... ouais, parce que pour moi, c'est quelque chose de sacré, l'écriture. Et donc, de le faire dans les meilleures conditions. Donc peut-être que, comme Giovanni, je vais acheter une table. On te le souhaite, hein. Et après... E après, je pourrais me mettre. Eu tô fazendo um livro novo. Meus livros demoram para sair também. Publiquei o primeiro em 2018, aí depois em 2022. E esse que eu tô fazendo agora, com sorte, vou publicar em 2027. É um novo romance. É uma ideia que começou aqui em Paris, quando a gente vivia aqui. E comecei a pensar... comecei a olhar o Brasil e o Rio de Janeiro com alguma certa distância e tive uma nova ideia que foi crescendo ao longo dos anos e finalmente eu comecei a escrever. Então eu tô escrevendo nesse momento, escrevi ontem, sentei na mesa, escrevi umas coisas e tal. Então estou vivendo exatamente esse momento assim de criação e é isso. Queria agradecer pela conversa, por todo mundo, pelas perguntas, vocês. Tudo isso, com certeza, foi muito inspirador e vai estar presente nesse trabalho novo que está sendo feito. Obrigado, gente. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci à Daniela, à Giovanni, à Bala et à Mansa aussi.